Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, on se relance dans nos sujets de maîtrise, mais aujourd'hui, c'est moi qui va vous expliquer un peu l'envers de la médaille. Oui, c'est à ton tour, Marie, de te prêter à l'exercice. Donc, ça va être un beau défi pour toi là, de réussir à vulgariser ça pour les gens qui nous écoutent. Donc, on vous souhaite une très bonne écoute. Donc, nous sommes rendus à ton tour, Marie, de nous parler de ta recherche du sujet de ton mémoire de maîtrise. Donc, vas-y, je te laisse démarrer ça. Vous allez voir, les gens qui nous écoutent à la maison, on a tout le temps un peu de mon sujet de maîtrise dans notre approche. Ça l'a quand même construit, c'est vraiment l'identité du gym numérique, surtout par rapport à l'importance que ce sujet a dans l'actualité d'aujourd'hui pour les entreprises du Québec. Je vais essayer de me remettre il y a 4 ans, quand j'ai terminé ma maîtrise, parce qu'effectivement, au fil des années, avec l'expérience, puis les expériences sur le terrain, puis l'apprentissage, c'est sûr que j'ai remodelé un peu ma façon de voir les choses. C'est que je vais quand même essayer d'aller dans le sujet pur, puis on finira par un peu mon évolution de pensée par rapport à cette recherche. Mais je pense que ta pensée évolué, mais je pense que la pertinence est toujours d'actualité, là, par exemple. Ça, je suis d'accord. Puis je pense que la ligne directrice aussi reste la même. C'est vraiment juste tout ce que j'ai greffé autour qui était un peu plus mâché, disons. Fait que je vais poser une question de chercheur. C'est quoi le problème? Le problème que je me suis rendu compte, en fait, j'avais vraiment comme mission dans mon propre intérieur de faire une recherche pour quelque chose de concret. Souvent, on entend « j'ai fait ça, mais dans un petit détail différent pour aller approfondir dans un contexte X. » Moi, je voulais comme « Non, y a-t-il quelque chose qui va me permettre que quand je sors de ma maîtrise, j'aille une différenciation pour les entreprises sur le terrain puis que je vienne faire une différence. » La problématique que j'ai vraiment ciblée, c'est qu'on entendait déjà parler, j'ai commencé en 2019, de l'industrie 4.0, qu'on appelle maintenant beaucoup transformation numérique. On entendait parler de ça depuis 2011. 2011, c'est quand même un bon gap de temps. Oui. Là. Oui. Puis, on ne remarquait pas encore beaucoup d'adhésion à ces nouvelles technologies-là. Ici, au Québec, dans les PME, on se doutait même que les gens sachent c'était quoi, concrètement. Puis, je me suis posé beaucoup la question sur, face à cette problématique d'adhésion, bien, c'est quoi la source? Pourquoi les gens n'ont pas commencé à intégrer des technologies? Pourquoi les gens, on ne voit pas plus de mouvements, de virages numériques? Puis c'est là que ça m'a pris quand même beaucoup de temps établir des questions de recherche qui avaient du sens parce que je venais tout le temps à la même conclusion de comme, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'adhésion puis qu'il y ait une aussi grande distinction entre ici au Québec et ailleurs dans le monde ou même à travers les grandes entreprises. Je pense qu'il y avait quand même un clash à ce niveau-là. Fait que je me suis vraiment posé la question à savoir pourquoi ils n'adhèrent pas. Puis... Mais juste avant d'aller plus loin, quand tu parles les gens, c'est vraiment... Les entreprises. Les PME facturières, moi, je me suis québécoises. Québécoises. OK, c'est vraiment spécifique au Québec. Oui. Okay. Vraiment, ma source de motivation était par rapport aux études au Québec et au manque d'adhésion au Québec. Okay. Mais quand je suis complètement tombée dans le sujet, mais là, j'ai élargi ma façon d'approcher. Je me suis vraiment concentrée sur les PME, mais à travers dans le monde, comment ils adhéraient pas, etc. Mais c'est vraiment par rapport à un constat québécois que j'ai visé ma problématique. Okay. Là, je me suis posé la première question en me disant... On sait qu'il y a du potentiel à l'industrie 4.0 avec l'implantation technologique, etc. Donc, pourquoi les PME manufacturières québécoises n'introduisent pas ces technologies-là? OK. Fait que ça, c'était ma première question qui a orienté un peu ma démarche. Puis, ça a comme mené un peu au fait que les gens, ils ne voyaient pas vraiment le bénéfice. C'était encore un sujet inconnu, un peu abstrait. Puis, il n'y avait pas... une claire mention de bénéfice pour les entreprises de le faire. L'autre chose qui est ressortie un peu de cette question-là, c'était qu'il y avait clairement un manque de ressources et de temps
Donc, autant au niveau de la qualification des ressources, donc l'expertise, que le temps que l'entreprise était prête à investir dans un virage numérique. Puis, en même temps, quand tu ne vois pas les bénéfices, c'est difficile de t'engager là-dedans. Là. C'est ça, exactement. Oui. Puis, il y avait, je pense, un trou noir de peur lié au pourcentage d'échecs technologiques. Oh, OK. OK. Puis là, j'avais deux recherches, oui, c'est le bon terme, qui indiquaient le même pourcentage, soit 70 % de taux d'échec pour des projets technologiques. C'est énorme. C'est énorme. Puis quand je dis deux, là, c'est deux sources. C'est que projet technologique, 70 % d'échecs, puis implantation d'un ERP, 60 % d'échecs. Là, tu te dis, hey, boy, c'est sûr que moi, si tu me dis que mes chances de réussite sont de 30 %, j'ai peut-être un petit frein. Puis je me dis, mes affaires vont bien. Moi, pas me lancer dans quelque chose qui risque de me tirer dans le pied. Bien, c'est ça. C'est risqué. Exact. Ça demande de l'investissement, puis je vois pas ce que ça pourrait me rapporter. Exact. Fait que là, je me suis posé une autre question en me disant, OK, sachant ce risque, comment je fais pour aider les entreprises à réduire le risque d'échec par rapport aux projets technologiques? Puis là, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, là, dans la littérature, à ce moment précis-là, il y avait énormément d'outils de maturité numérique. OK. Mais très peu d'outils de readiness numérique. Readiness étant la préparation au numérique. Et je me suis aussi rendu compte que dans cette même ambiguïté-là, les termes étaient aussi utilisés interchangeables. OK. Dans la littérature. Mais pour moi, il y avait comme une confusion parce que j'étais comme, mais c'est pas la même chose. Quand je suis mature, puis quand je suis prêt, je suis prêt. C'est pas distinct. C'est pas pareil. Ça doit être distingué, tu sais. Fait que ça a été quand même un premier point que je me dis, bien, c'est sûr que ça doit apporter à la confusion puis au risque parce que si tu sais pas quel outil t'a aidé à prendre des décisions, autant maturité ou readiness, comment tu fais pour avancer dans cette direction-là? Puis après ça, je me suis aussi rendu compte que, plus au Québec, depuis 2017, il y avait des outils là, mis en place par le gouvernement, on appelait l'Audi 4.0 dans ce temps-là. Puis le taux d'adhésion, malgré que ceci était subventionné, était genre à 12 %. Là. OK. Fait que tu te dis, c'est pas beaucoup d'entreprises là, qui décident de se dire, regarde, je vais aller me faire accompagner, je suis subventionnée pour le faire, puis je vais aller m'aider à partir dans la bonne direction. Puis en plus de ça, autre constat, 2 ans après le programme, il y avait 2 fois moins d'entreprises qui adhéraient à cet Audi. Puis là, tu te dis... Fait que là, au début, il y en a comme 12 % qui ont embarqué, mais plus le programme existait, moins il y a de gens qui embarquaient. Exact. Puis là, tu te poses la question, est-ce que mon outil est adapté? Ben oui. Et c'est là que ça l'a amené à ma vraie question de recherche qui était, c'est quoi les préalables que les entreprises manufacturières doivent mettre en place pour s'assurer qu'ils sont prêts et qu'ils seront performantes dans l'intégration de projets technologiques? Puis là, toute plein de sous-questions est apparue. C'est quoi les préalables? C'est quoi être prêt? Est-ce que tel préalable a un effet sur la performance, etc. Puis c'est là que j'ai tombé dans ma recherche. Puis c'est pour ça que je veux vraiment distinguer, c'est que à ce temps-là, là, en 2020, quand j'ai fait ma recherche, mettons, de la revue de littérature, le mot « readiness » et « maturité » étaient un tout. C'était pas distingué, il n'y avait pas de différence. Certains auteurs posaient une différence, mais la confusion n'était pas clairement établie. Fait que ça a été quand même un premier gros morceau de ma recherche, aller comme distinguer c'est quoi être prêt et c'est quoi être pas prêt. Oui. Puis c'est là que je suis allée vraiment mettre une distinction sur, il y a la partie readiness. Là, moi, je suis visuelle, fait que je parle beaucoup avec mes mains, mais il y a la partie readiness qui va être vraiment comme une partie évolutive. Tu sais, tu vas tout le temps être un peu plus prêt, plus tu vas te préparer à ta transformation numérique, puis tu vas atteindre comme un état, on va dire, binaire. Tu es prêt ou tu ne l'es pas à continuer vers les projets technologiquiMais à travers tout ça, c'est sûr que c'est évolutif. Je peux être prête à courir 1 kilomètre, mais pas être prête à courir 42, mais que quand je suis prête à 42, bien, binairement, je suis prête à courir un marathon. C'est comme... Ouais. C'est vraiment la distinction qu'on a apportée. Puis c'est après cet état d'être prêt-là que tu vas tomber dans un état aussi évolutif qui est la maturité numérique, parce que là, tu vas commencer à intégrer des technologies, etc. Puis ça, pour moi, ça n'a pas de fin. La maturité numérique est évolutive, mais est aussi constamment en amélioration. C'est pas parce que tu implantes une technologie qu'il va avoir une finalité en soi puis tu n'auras plus jamais à travailler sur cette technologie-là. Il va y avoir des nouvelles technologies, il va y avoir des nouveaux facteurs, tu vas vouloir améliorer ton processus. Ça va être en continu.
Fait que ça, c'est vraiment la première distinction que j'ai faite pour ensuite me concentrer vraiment sur l'état readiness, qu'est-ce que ça comprenait sur le terrain. Puis c'est là que j'ai été capable de recenser des grandes lignes de préalables. Il y en avait qui adressaient vraiment les préalables à des technologies spécifiques, puis il y en avait qui adressaient juste des préalables de bonnes pratiques en général à mettre en place. Puis j'ai fait comme un cumulatif de tout ça, puis je les ai regroupés principalement sous 3 ou 4 grands axes, dépendamment comment on veut les séparer. Je les avais séparés à 3 dans le passé. Maintenant, je les sépare en 4 parce que je trouve que ça fait plus de sens. Mais il y avait l'axe organisationnel, stratégique et humain qui couvrait vraiment la stratégie d'affaires, la capacité financière d'une entreprise, la connaissance et l'expertise de leurs employés. Après, il y avait vraiment l'axe technique, donc vraiment les principes du lean manufacturing, fait que pas de gaspillage, etc. Il y avait tout ce qui était des outils d'agilité de production, fait qu'on a parlé de production de masse ou personnalisation de masse, ces outils-là qui venaient faire une distinction. Puis l'accessibilité aux données de l'entreprise, fait que c'était vraiment l'axe technique de ce que j'ai réussi à recenser. Puis bien sûr, il y avait l'axe technologique parce que le but ultime de se préparer, c'est d'introduire des technologies. Donc là, il y a tout l'aspect infrastructure informatique de ton entreprise pour être capable de recevoir ces technologies-là. Il y a tout l'aspect de cybersécurité qui venait aussi bien prendre tout son sens parce que tu vas traiter beaucoup plus de données. Puis il y avait aussi, qu'est-ce qui ressortait souvent, l'accès en temps réel pour être capable de prendre des décisions plus rapidement. Moi, la façon que j'ai fait ma recherche, c'était avec une étude de terrain. Donc, j'ai fait un gros recensement de la littérature pour ensuite tester mes hypothèses sur le terrain. Puis en parallèle avec mon étude de cas, disons, sur le terrain, j'avais aussi fait une simulation qui était une copie conforme du plancher de production de l'entreprise dans laquelle j'étais pour pouvoir tester plus rapidement plusieurs effets de plusieurs préalables ensemble, leurs interactions, leurs interrelations, puis comment les gains en production selon des indicateurs de performance qui démontraient une performance X pour l'entreprise venaient faire une différence. Fait que, en réalité, j'ai utilisé la simulation pour obtenir des résultats plus rapidement que mes intégrations sur le terrain. Mais ces résultats-là m'ont permis d'intégrer dans une séquence différente au sein de l'entreprise pour lequel j'avais un mandat réduit. Donc, je n'ai pas pu voir tous les avancements de mes implantations. J'ai quand même été surprise. Je me suis concentrée principalement sur 5 préalables. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils étaient opérationnalisables dans mon modèle de simulation. Mais il y en a plusieurs là, qui viennent greffer autour. Le premier que j'ai étudié, c'est le lean, vraiment l'élimination de gaspillage, la stratégie d'affaires, l'agilité, la connaissance et l'expertise de vos employés, puis l'accessibilité aux données. Mais ces 5 préalables-là, est-ce qu'il était mentionné dans la littérature aussi? Oui, ça fait partie des recensements de la littérature que j'ai faits. C'est juste que de ceux de la littérature, j'ai gardé ceux qui étaient opérationnalisables et qui avaient un impact sur la production de mon entreprise. Donc, par exemple, l'infrastructure informatique revenait souvent dans les préalables, mais pour moi, c'est pas opérationnalisable sur mon milieu de plancher production. Oui, OK, je comprends. Fait que c'est de là que je suis allée. Capacité financière aussi est super important là, d'avoir en vue de projets technologiques, mais c'est pas ça qui va avoir un impact sur ma production. OK. Fait que j'ai gardé seulement les 5 qui, selon moi, à ce moment-là, avaient un impact sur comment j'augmente ma performance en production dans mon entreprise. OK. De là, les 5 que j'ai énumérés, pourquoi ça a été les 5 qui ont été étudiés dans mon modèle de simulation. Les conclusions que j'ai pu mener de cette étude-là, certaines m'ont surpris, puis certaines d'autres, pas du tout. Premièrement, le lean manufacturing, donc l'élimination de gaspillage, la valeur ajoutée, toujours à prioriser. OK. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un bon cycle. C'est une bonne structure en entreprise de toujours vouloir être en amélioration continue, de tout le temps se pousser à s'améliorer. Ça apporte aussi une structure à l'entreprise puis une culture d'amélioration. Mais aussi, c'est surtout des gains rapides, à faible coût. Fait que si je prends le temps d'évaluer mon processus, puis je sais que mon employé fait 4 allers-retours à la quincaillerie pendant la journée, puis que je décide de rapprocher la quincaillerie de son poste, bien, automatiquement, le gain est là, puis j'ai fait très peu d'efforts. OK. Fait qu'une entreprise qui a déjà mis en place des processus d'amélioration continue ont plus de chances de succès dans la mise en place de nouvelles technologies. Exact. OK.
Puis ça, en plus, à partir de cette conclusion-là, il y avait des recherches qui approuvaient cette conclusion-là en disant qu'une entreprise qui avait intégré le Lean dans son entreprise a, 1, plus de chances d'adhérer à la transformation numérique et 2, a plus de chances de réussir sa transformation numérique. Fait qu'on revient en problématique du début où ce que, après réponse de la première question, où ce qu'on disait, on ne voit pas les bénéfices, puis il y a un haut taux d'échec. Donc là, l'amélioration continue vient atténuer le risque et augmenter le taux de succès. Là. Exact. Fait que ça, premier résultat qui parle beaucoup, qui est comme un préalable à prioriser dans tout contexte. Puis tu sais, je dis tout contexte parce que le Lean, moi j'étais dans un milieu manufacturier, mais le Lean, ça s'implante partout. Là. Je suis en hôpital, je suis dans un bureau de comptable, je peux toujours optimiser mes processus. Fait que le Lean, c'est vraiment sorti fort. Puis en plus, en combinaison, il y avait des recherches qui venaient appuyer cette conclusion-là. Donc ça, check, on adore. C'est bon. La deuxième conclusion qu'on a eue, c'est la stratégie d'affaires qui est quand même vraiment idéalisée. Puis là, de là que je me dis, je suis il y a 4 ans, parce que maintenant, ma pensée est quand même orientée différent. C'est full important. Mais dans l'étude que j'ai portée, la conclusion était que la stratégie d'affaires seule n'apporte pas de résultats sur ta production. OK. Mais d'autres petites actions, fait que mettons que je remets en séquence, je mets du Lean, puis après ça, je fais une stratégie d'affaires qui oriente vers mon futur objectif d'entreprise. Bien, j'ai déjà je viens pousser mes petites actions du Lean, ils vont être accélérés par ma stratégie d'affaires. Mais si ma stratégie d'affaires est là, sans que j'aille un cercle d'action qui est déjà mis en place, j'accélère rien finalement. Fait que, tu sais, la stratégie en soi, dans l'étude, démontrait qu'à elle seule, n'apportera pas de gain de performance à l'entreprise immédiat. Mais si, avant d'avoir mis ta stratégie en place, tu as déjà des petites actions d'amélioration continue en place, bien, tu vas venir les propulser davantage. Fait que, tu sais, ma conclusion, c'était être idéalisé, c'est bien, mais peut-être que c'est pas le plus important pour commencer à bouger, à se préparer. Parce que moi, de la manière que je vois ce que tu dis, c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut aussi mettre des actions en conséquence. Ça. Fait qu'en gros, c'était ça la conclusion, c'est de cibler l'objectif, c'est important. Il ne faut pas que ça soit négligé. Mais est-ce que ça a besoin d'être ta première étape si tu n'as pas encore mis d'action ou tu n'es pas encore prêt à mettre des actions? Tu viens comme structurer quelque chose qui est absent. Versus si tu as déjà des actions en place, tu viens structurer des actions qui viennent s'accélérer et tu vas chercher de plus en plus de gains. C'est ça la conclusion. Ensuite, dans l'état où j'étais, eux, il y avait des temps de production très longs. Là. Leur temps de cycle était long. Puis moi, j'avais pensé que les outils de l'agilité allaient vraiment faire une bonne différence quand je faisais ma littérature. Mais quand on l'a testé sur mon milieu de terrain, on s'est rendu compte que pour eux, l'agilité, c'était comme pas important. Parce que quelques imprévus dans un temps de cycle de 3 jours se perdaient, c'était négligeable. Dans quelqu'un qui a un temps de cycle de 3 minutes, quelques imprévus, c'est super important. Fait que la conclusion de cette observation-là a été que, à titre d'entreprise, pour savoir dans quelle séquence implanter les préalables, il fallait que tu aies une approche vraiment globale et holistique de ton processus parce que ça ne veut pas dire que entreprise A doit implanter dans la même ordre qu'entreprise B si la réalité n'est pas pareille. Fait que ça, c'était la 3e observation. Fait que c'est pas l'agilité, c'est pas comme, mettons, l'amélioration continue. On sait que c'est quelque chose qui peut fonctionner dans vraiment plusieurs contextes. Plusieurs, c'est pas la quasi-totalité. Oui, exact. Tandis que l'agilité, là, ça peut dépendre du contexte. Là. Fait que c'est pas tous les préalables qui sont au même niveau pour tout le monde. Exact, c'est tout à fait ça. Fait que ça, c'est le 3e constat qu'on a fait. Puis, le dernier constat, c'était par rapport à l'accessibilité aux données, qui était quand même très important dans la littérature par rapport au fait que tu vas bientôt avoir des technologies puis il va falloir leur fournir l'information pour qu'ils soient capables de fonctionner. Mais la conclusion a été que tu n'as pas besoin de l'océan de données tout de suite. T'sais, avoir accès à ces données, c'est pas avoir accès à toutes ces données. C'est avoir accès à des données qui sont pertinentes pour tes prises de décision. Donc, de ne pas se perdre dans « je veux toutes mes données » puis je fais rien avec. Ou avoir quelques données qui sont super importantes pour mes prises de décision. Fait que, c'est le 4e constat. Puis c'était vraiment comme par rapport au fait, c'est pas
le plus important. Ça va être important plus tu vas avancer dans ton range de readiness parce que c'est sûr qu'il faut falloir que tes données soient propres, qu'ils soient traités, que leur nomenclature fasse du sens, que leur structure soit établie. Mais établir une structure de gestion de données quand tu n'es pas encore prêt à utiliser tes données, c'est comme perdre du temps. Il y a peut-être des gains plus rapides à aller chercher pour ta production. Okay. Fait que ça, c'est les 4 constats que ma recherche sur le terrain et ma simulation combinée ont pu mener. Puis j'avais mené une dernière observation générale qui était plus une observation qui n'était pas ressortie dans la littérature, puis que maintenant que j'y pense, 4 ans plus tard, je suis comme, c'est étonnant que ça n'avait pas été mentionné, mais que je m'étais rendu compte, moi, tu sais, dans mon mémoire, à la fin, observation générale, après l'étude de cas, je suis comme, hey, ça, flag, hein, tu sais, c'est important. Puis c'est la culture d'entreprise. C'était sorti nulle part dans mes recherches. Ça me surprend. C'est fou, hein? Tellement. Maintenant, là, je suis comme voir que c'était pas dans mon tour d'horizon. Mais ça ne l'était pas, parce que je ne l'ai pas noté nulle part. Est-ce que je ferais la recherche encore aujourd'hui? Ça aurait changé, sûrement. C'est pour ça que faut que je me remette dans il y a 4 ans. Mais j'avais quand même sorti ça là, de mon étude de cas de terrain, dire c'est beau, toutes les conclusions qu'on a faites, toutes les choses que j'ai mises en place, mais la culture d'entreprise qui était dans cette entreprise-là plutôt absente a eu un impact majeur sur le succès de mes implantations. T'sais. Fait que, tu sais, oui, vas-y, on implante du lean, de l'amélioration continue, on fonce, mais si c'est tout le temps réfractaire au changement, si la vision de l'entreprise à titre d'entité n'est pas claire, leur identité n'est pas claire, si le leadership de cette entreprise-là oriente pas les prises de décision, oriente pas les priorités, c'est excessivement difficile. Effectivement. Fait que ça a été ma conclusion comme de mon expérience terrain suite à ma recherche, même si ça n'avait pas sorti dans la littérature. Oui. Là, mettons, j'avance toujours, puis on est 4 ans plus tard maintenant de quand j'ai publié. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis encore super d'avis que mon sujet est d'actualité, qui est pertinent. Je pense qu'on a quand même avancé un peu dans l'intégration de la transformation numérique. Je pense que c'est moins inconnu pour les entreprises. Ils savent plus c'est quoi. Est-ce qu'ils sont encore un peu mêlés? Oui. Est-ce que la plupart des entreprises ne sont pas encore tout à fait prêtes? Oui. Mais ma vision a vraiment changé sur le fait que finalement, là, tout ça qui était des bonnes pratiques plutôt opération, sans l'humain ou sans la culture, c'est dur d'avancer. Là. Oui. Fait qu'on dirait que j'ai pris un gros step back de... Quand j'ai fait ma recherche, je sortais de l'école, j'étais comme génie industriel à côté, let's go, on fonce. Là, maintenant, plus tard, j'ai fait beaucoup d'expériences sur le terrain, puis je me dis, l'adhésion, là, ça vient pas du fait que tu as de l'argent, ça vient pas du fait que tu as une stratégie, ça vient, c'est qui ton leader? Absolument. C'est qui ta culture? Dans quelle direction tu t'en vas? Tes employés sont-ils dans le même bateau que toi? Oui. Est-ce que tout le monde veut pédaler dans le même sens? Fait que je suis encore super satisfaite de mon sujet de maîtrise en soi parce que je pense que c'est important d'identifier qu'il y a une phase de préparation à faire avant de se lancer, comme dans tout bon défi dans la vie. Mais ça m'a vraiment étonnée de me dire, hey, il y a 4 ans, là, le mot humain, là, culture d'entreprise, culture organisationnelle, n'était pas sorti dans les recherches. Tu sais. Mais puis ça a sorti beaucoup, je pense que c'est ressorti beaucoup à travers le leadership, là, tu l'as nommé. Là, les études qu'on a vues récemment, là, on a fait un balado d'ailleurs sur les études il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est à quel point le leadership, d'avoir quelqu'un qui porte flambeau d'un projet. Un responsable. Un responsable, ça fait une sérieuse différence. Un responsable puis un mobilisateur. Tu sais. Oui. Parce que c'est beau se dire que tu veux aller dans la direction à droite, là, mais tes actions doivent t'amener à droite. Je me suis rendu compte beaucoup dans mes expériences, c'est que le discours, mettons, du responsable ou du leadership, veut aller à droite, mais toute leur action mène vers la gauche. Oui. Là, tu te dis, ben là, il y a quelque chose qui fait pas de sens dans votre approche. Puis quand j'ai fait ma recherche, il y a de ça 6 ans, parce que j'avais commencé il y a 6 ans, mais c'était pas dans ma vision. Moi, j'étais comme, il me dit qu'on va là, parfait, moi, j'ai les solutions pour aller dans cette direction-là, on fonce. Finalement, après 2 ans, je me suis dit, finalement, j'étais peut-être la seule à continuer d'aller vers la droite, même si ça venait d'en haut. C'était mon directeur qui me disait, on va vers la droite. Mais au quotidien, toutes ces actions allaient vers la gauche. Ah, ouais. Fait que là, après ça, je me suis posé la question, OK, moi, j'ai fait une recherche pour comment bien se préparer pour réduire le risque d'échec.
sans jamais parler de l'humain. Avec tout ce qu'on a fait avec le gym numérique. Là, mais depuis le gym, je trouve qu'on c'est né de ça. Là. Exact. Puis, tu sais, depuis le gym, on s'est beaucoup remarché autour de mon sujet. Oui, la préparation, l'essentiel de se préparer. Mais dans toutes nos capsules, que ce soit dans Active ta transformation qui est disponible sur YouTube ou nos balados, les conclusions tournent majoritairement du temps autour de l'humain, la culture, la stratégie. Absolument. Fait que là, moi, je me rapporte puis je suis comme, hey, moi, j'avais sorti que la stratégie, c'était pas super important. Mais je comprends encore la conclusion de mon étude, c'est que à elle seule, elle ne fera pas bouger ton entreprise. C'est vrai. Qu'il faut qu'elle supporte des actions. Puis dans les balados qu'on a eu souvent, c'est stratégie est super important, la vision est super importante, mais c'est tout le temps lié à un plan d'action. Il y a un responsable, il y a des actions, puis ça bouge. Fait qu'avant, j'ai l'impression qu'on parlait de stratégie comme, OK, ben à tous les 5 ans, je refais mon plan de match, puis advienne que pourra, puis on marche dans la direction qu'on est supposé. Maintenant, c'est comme, non, le plan de match est revu à tous les ans. On s'oriente, on implique beaucoup de gens dans ce processus-là, puis on s'assure que tout le monde rame dans la même direction, tu sais. Ben oui. J'ai l'impression que ça a fait un gros shift, tu sais. Oui. Pourtant, on est là à parler de transformation numérique, des technologies, de l'intelligence artificielle, mais la conclusion pure et dure revient tout le temps à l'humain. Oui. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. C'est fou. Puis il parle beaucoup à cette heure au lieu de stratégie numérique, d'action numérique. Pas d'action, mais au lieu de stratégie complète, d'action stratégique. Au lieu de se fixer un plan complet avec un paquet d'objectifs, des axes, puis toute la patente, de juste se fixer un objectif avec un plan d'action, puis de faire tourner la roue. Ce qui ressort, c'est oui, l'objectif, mais le plan d'action. Et là-dessus, on parle beaucoup de responsable et d'imputabilité et puis de libérer du temps. Puis, tu sais, on dirait que ça l'a shifté, puis je trouve ça super positif. Puis mon discours maintenant, c'est pour ça que je disais, je me remets à il y a 4 ans parce que je veux expliquer c'était quoi ma maîtrise dans ce temps-là, mais mon évolution, je reste ancrée dans le fait que la préparation, c'est essentiel. Mais je reste aussi maintenant beaucoup plus au courant de l'humain. Tu sais, quand je rencontre une entreprise, mon premier contact, c'est de me dire « Oh, est-ce que ça va être un gestionnaire facile ou pas facile? » Puis s'il n'est pas facile, comment je peux commencer à préparer, à faire un petit switch dans sa façon de voir les choses? Puis en soi, ça, c'est un défi grandiose. Là, puis ça revient à la gestion du changement. Puis la changeon, c'est fou, là. Puis là, la dernière fois, je cherchais, puis je suis tombée sur le mot... je cherchais pourquoi j'avais pris le temps de définir préparation et maturité, puis c'était bien correct. C'était important. Oui, c'était clair. Mais après ça, on est tombé sur le mot comme maturité organisationnelle. Puis là, tu te dis, oh boy, attends une minute, là. Moi, je te parlais de readiness numérique puis de maturité numérique, mais là, la maturité organisationnelle, elle vient où là-dedans? Puis j'ai lu que concrètement, une entreprise, elle peut être mature organisationnellement sans être prête pour la transformation numérique. Wow, OK. Mais elle ne peut jamais être prête pour la transformation numérique sans être mature organisationnellement. OK. Et ça, je suis comme, hey, c'est un gros volet qui n'a jamais fait partie de ma maîtrise. Là. Oui. Mais qui est comme, pour moi, que je suis comme, hey boy, c'est tellement important. Oui. Tu sais, je lisais ça, puis je l'ai dû le relire quelques fois, là, de me dire, je peux être mature sans être prêt, organisationnellement, je veux dire. Mais je peux pas être prêt sans être mature organisationnellement. Mais c'est la définition d'un préalable. Là. Oui, c'est ça, mais c'est fou, là. Oui. Parce que le mot maturité, souvent, moi, j'avais mis après, être prêt. Mais quand on voit la séquence, finalement, qui était mon petit schéma dans ma tête, qui était comme préparation, état binaire, je suis prêt, je commence ma maturité en continu, bien, il y a un état avant ça qui est la maturité organisationnelle. Oui. Fait que, en tout cas, ça a beaucoup évolué, mais je trouve quand même que c'est encore super pertinent. Puis là, je peux pas m'empêcher de faire cette passe sur la palette de notre beau gym numérique. Oui. Mais on a quand même couvert sur YouTube des capsules d'une dizaine de minutes, 10-15 minutes, sur tous les préalables qu'on a fait un nouveau recensement. Fait que, moi, j'en avais recensé une dizaine dans ma maîtrise. Nous, on a fait 20 capsules parce qu'on a trouvé important d'ajouter des préalables, qui est comme la culture du changement, etc., qui vient vraiment cumuler. Puis elle est disponible sur YouTube. Oui, absolument. Active ta transformation, 20 épisodes. C'était vraiment pertinent pour moi de
de faire la boucle, de me dire, hey, il y a 4 ans, il y avait plein d'aspects qui n'étaient pas mentionnés. Oui. Quand on a fait Active la transformation numérique il y a 2 ans, on les a intégrés. On les a couverts. Puis maintenant qu'on a le balado, on se rend compte que les discussions qu'on a avec nos invités tournent tout le temps autour de l'humain, Oui. la culture organisationnelle, la culture du changement, la vision stratégique. Tu sais, c'est un aspect qui est tellement important, qui est trop souvent négligé, puis qui peut faire une énorme différence avec la technologie qui s'en vient. Tu sais. Absolument, absolument. Je voulais te demander, c'était quoi le message que tu avais envie de partager aux entreprises ou à ceux qui nous écoutent? Oh boy! Je pense que tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Donc, Ben, je pense que ça fait le tour. Ça On fait voit le tour, que j'étais ça fait le passionnée, tour. mais... Oui, non, mais c'est parfait, définitivement. Puis, tu sais, on voit aussi à quel point ton sujet est venu teinter la naissance du gym numérique. Là. C'est vraiment l'analogie de l'entraînement sportif est venue de ce fameux graphique-là, de la distinction entre le readiness puis la maturité. Donc, oui, c'était très, très intéressant. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir de me remettre un peu dans tout ça. Ouais. On va joindre les articles que j'ai publiés en lien de ma maîtrise aux vidéos. Mais si vous avez des questions ou si vous posez la question sur où vous êtes rendu dans ce processus-là, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous orienter dans tout ça. Ça va nous faire plaisir de parler de tout ça. J'ai pas de doute que ça va te faire plaisir de répondre aux questions, Marie. Je suis convaincu. Mais si on peut faire une petite différence, moi, c'est de même que je me dis. Ma maîtrise, j'ai fait pour faire une différence. Fait que si, avec le gym, on fait une différence, puis les gens osent nous écrire pour poser leurs questions, ben c'est encore la cerise sur Sunday, tu sais. Oui. C'est comme... Absolument. Ça fait le tour, je pense. Je pense que j'avais fait un bon résumé. Donc, on vous invite, les gens à la maison, de vous abonner, mais surtout de partager à votre communauté nos épisodes, nos balados. Si ça peut faire une différence pour vous, ça peut sûrement faire une différence pour les autres. Donc, on vous dit à bientôt.